bienvenue. Je pense que la salle va se remplir au fur et à mesure de la matinée. C'est vrai qu'on est encore proche du réveil. Et d'ailleurs, puisqu'on n'est pas loin du réveil, je vais vous proposer de commencer par un petit son. Ça vous rappelle des souvenirs, c'était pas loin. Puis un deuxième. Et un troisième. Voilà, ça c'était censé symboliser l'horloge biologique pour des femmes qui envisageraient d'avoir des enfants et qui travaillent dans le numérique. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et ces femmes qui travaillent dans le numérique, elles peuvent par exemple travailler dans des petites start-up comme celle-ci. Vous les connaissez toutes, et ces startups, Google, Apple et Facebook, ont, il y a 2 ans, pris une initiative un peu particulière qui nous a donné envie de traiter ce sujet aujourd'hui. Elles proposent aux jeunes femmes qui collaborent dans ces entreprises 20 000 $ pour congeler leurs ovocytes et pour choisir le moment le plus opportun pour elles pour avoir un enfant. Donc c'est ça la question du jour. Faut-il congeler ses ovocytes? Alors pourquoi c'est un homme qui présente ce sujet-là? Parce que on m'a demandé de le faire. J'ai créé avec Business au féminin il y a 4 ans ce site qui s'appelle Les Fameuses, qui est un réseau de femmes le plus important dans l'Ouest et qui permet à des femmes qui ont un haut niveau de responsabilité ou d'expérience de gagner en visibilité. Ça a marché, elles sont 230 aujourd'hui et puis elles organisent aussi régulièrement, tous les ans, un événement qui s'appelle le Printemps des Fameuses. Alors, je suis accompagné par Viviane Graillon qui a créé ce site Femme Alpha. Viviane, vous l'entendrez assez vite, vient du Québec. Et avant de créer Femme Alpha, sur laquelle je ferai parler tout à l'heure, elle avait créé un certain nombre de start-up, dont Todom, par exemple, une start-up qui accompagnait les transactions immobilières et qu'elle a revendu depuis. On aurait dû aussi, j'ai pas changé la presse, être accompagné de Pépita Marin qui venait de Madrid, mais Pépita a dû se décommander hier puisque son fils est malade, il a la varicelle et qu'elle avait un problème de garde. On est un petit peu dans le sujet, au moins c'est la démonstration qu'elle n'a pas congelé ses ovocytes puisqu'elle a fait un enfant. Solène Xavier est présente, elle est parisienne, elle a créé ce site Allo Marcel, un site qui accompagne les particuliers qui cherchent à faire réparer ou à rénover leur logement. Voilà, donc faut-il congeler ses ovocytes pour réussir? La question du jour, je vais faire une synthèse des pour et des contre. Je commence par ceux qui sont d'accord avec cette proposition-là. Leurs arguments, c'est d'abord la liberté. La liberté de ne pas choisir entre sa carrière et ses enfants. La liberté aussi de s'affranchir du temps, de cette fameuse horloge biologique après laquelle les femmes courent à partir de 25 ans. Deuxième argument, c'est l'égalité. L'égalité, puisque c'est autorisé ailleurs. En France, la congélation des ovocytes n'est pas permise, mais on peut aller en Espagne pour le faire. Donc pourquoi on ne le ferait pas ici? Deuxième argument de l'égalité, les hommes ont bien le droit. Oui, c'est un paradoxe. Les hommes ont la possibilité de congeler leur sperme pour un usage personnel, enfin si je peux me permettre. Les femmes ne le peuvent pas. En tout cas, elles le peuvent à la condition qu'elles partagent. Donc il y a une inéquité de traitement sur cette question-là entre les hommes et les femmes. Voilà, cette thèse peut se résumer dans une formule. Laissez-moi vivre ma vie. Deuxième catégorie, ceux qui sont contre. Mêmes arguments qui sont retournés finalement, puisque la liberté, elle peut être contestée, puisque à cela, il apparaît que la proposition des entreprises de congeler les ovocytes est une dérive inquiétante et qu'elle serait même une nouvelle forme d'exploitation, puisqu'on propose aux jeunes femmes de travailler beaucoup au moment où elles sont les plus productives. Donc il y a une espèce de dérive qui peut inquiéter et qui entame cette liberté dont on parlait. Deuxième argument, égalité, retourné de la même manière, c'est seulement pour les riches, puisqu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir le faire, donc ça sera destiné seulement aux diplômés et aux riches. Et puis enfin, c'est une nouvelle forme de sexisme, c'est du sexisme bienveillant, mais du sexisme quand même, puisque finalement, proposer aux femmes de congeler leurs ovocytes, c'est reconnaître que la maternité peut être un frein à la carrière. Donc on est dans du sexisme caractérisé. La formule qui pourrait synthétiser ces positions, c'est de quoi je me mêle? Est-ce que c'est à l'entreprise de se mêler de ma vie privée?
Voilà donc, à vous de jouer maintenant, mesdames. Je vais commencer par Viviane. Alors, je ne sais pas si au Québec, la possibilité de congeler ces ovocytes est permise, à la différence d'en France, mais votre position, vous êtes plutôt contre ou vous êtes plutôt pour, vous? Moi, Alors, on a dit qu'on se tutoyait, pardon. Oui, c'est vrai. Je reprends, tu es plutôt pour ou plutôt contre? En fait, oui, au Québec, c'est permis. Moi, cette question-là, c'est suite à l'invitation justement du Web Today à venir, je me suis même questionnée sur la question si je devais ou non congeler mes œufs. Toutefois, je n'ai pas vraiment de réponse positive ou négative parce que ça dépend du contexte. C'est toujours une question de contexte. Dans le contexte où, au point de vue que c'est l'entreprise qui propose aux employés de le payer, je trouve que là, oui, il y a un problème éthique, même si ça donne un libre choix. Sauf que ça reste que c'est pas comme moi qui est entrepreneur, que là, c'est différent, où c'est moi qui ai le leadership de tout ce qu'il faut que j'entreprenne, et j'ai pas le droit au congé parental nécessairement parce que j'ai pas les aides gouvernementales par mon travail, finalement, par mes activités. Fait que c'est un peu plus ça, la distinction. Donc, ni vraiment pour, ni vraiment contre, ça dépend qui le demande, c'est ça? Exactement. Et c'est vrai qu'au point de vue monétaire, on peut se questionner aussi, mais à la limite, d'un côté, je pourrais me dire, si on me donne la possibilité monétaire de le faire, ben peut-être que le choix serait plus facile. Donc, l'employé qui a cette possibilité-là, pourquoi elle serait différente? Parce que les entrepreneurs, mais aussi les intrapreneurs, il peut y avoir des gens qui veulent avoir autant de leadership au sein d'un cadre. Donc, voilà. Solène? Oui, alors effectivement, moi je rejoins assez cette idée que c'est pas évident, il n'y a pas de réponse immédiate, en tout cas de premier abord. Disons que dans un premier temps, on se dit c'est plutôt tentant parce que ça laisse cette liberté de se dire je choisis, je contrôle ma vie, je contrôle le moment où j'aurai le temps, l'envie de me consacrer à des enfants, à une vie familiale. Et effectivement, quand on est entrepreneur, on est suffisamment occupé, on a suffisamment de projets, de choses à faire pour pas forcément mettre cette question en priorité. Et puis après, c'est vrai que quand même, quand on y réfléchit, on se dit, ça veut dire que par défaut, on considère que c'est complètement inconciliable d'être performant au boulot et d'avoir des enfants en même temps. Donc c'est déjà le postulat de départ qui est peut-être un peu faussé. Parce que dans le fond, est-ce que ce n'est pas plutôt nos critères d'évaluation de ce qui est être performant qu'il faudrait peut-être changer? Parce que là, on a l'impression que par défaut, effectivement, une jeune femme qui a des enfants, on va se dire, ok, elle a mis un peu de côté sa vie professionnelle. On peut, je pense, s'interroger là-dessus. Est-ce que c'est... mais je pense que c'est toute la société qui est un peu biaisée, en tout cas la société française, les employeurs, et même, je dirais même nous, les femmes, on a un peu ce regard. Enfin, moi, je sais qu'en tant qu'employeur, je me poserais la question d'embaucher tout de suite une femme qui est enceinte. Bon, je me dirais, même si je sais que légalement, c'est complètement interdit, mais c'est vrai que c'est une question légitime qu'on se pose quand on est chef d'entreprise. Alors, c'est une question intéressante, surtout si elle est soulevée par une femme. Il se trouve que récemment, j'ai eu à opérer un recrutement. Je cherchais une chargée de communication au CCO, la boîte que je dirige, et j'ai été surpris dans la liste des personnes que j'ai reçues en entretien de voir l'une d'entre elles qui avait masqué son année de naissance sur son CV. Alors forcément, physiquement, je savais qu'elle était jeune, mais elle avait masqué son année de naissance. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu qu'à 29 ans, elle ne voulait pas faire apparaître son âge parce qu'elle avait peur qu'un recruteur ne la reçoive pas par crainte qu'il s'imagine qu'elle puisse avoir rapidement un enfant. Donc c'est une forme d'aberration qu'une jeune femme se censure pour un poste de recrutement parce qu'elle est jeune. Et effectivement, je pense que que les femmes ont même intégré complètement ce contexte, ces difficultés, s'auto-censurent effectivement elles-mêmes, en fait. Donc on est autant responsables, nous les femmes, finalement, de ne pas assumer ça. Mais quelque part, c'est parce qu'il y a sans doute des effets immédiats, effectivement, sur les carrières. Et pourtant, l'entreprise est habituée à s'abituer à des péripéties. Un salarié peut tomber malade, il peut se casser une patte, etc. On apprend à se débrouiller dans ces circonstances-là. Donc c'est un peu une curiosité pour moi qu'on n'accepte pas cette idée qu'une femme puisse tomber enceinte dans les mois qui suivent son recrutement. Mais vous-même, en tant que recruteur, c'est quelque chose qui vous inquiéterait? Non, mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'à la fois, moi, personnellement, j'ai envie de dire non, il faut permettre justement aux femmes de gérer, de concilier les deux. Il n'y a pas de raison qu'on puisse, qu'il faille choisir entre le côté professionnel et le côté familial. Mais
en même temps, c'est vrai que... mais je pense que c'est plutôt une question de critères de compétitivité. Voilà, on est dans une société très compétitive où on se dit, ah bah, effectivement, l'employeur a choisir entre un homme qui est à fond dans sa carrière, qui se pose pas la question, et une femme, on se dit, elle va se laisser emporter par le désir d'enfant. Et en même temps, est-ce que c'est pas justement la société qui nous dit que les femmes doivent prendre ce rôle? Parce que... Mais est-ce que c'est pas là-dessus qu'on devrait travailler? Parce que finalement, c'est une question qu'on ne pose jamais aux hommes. La question de savoir s'ils doivent choisir entre la carrière ou la paternité, on la pose pas aux hommes, on la pose aux femmes. Donc c'est une illustration d'une certaine forme d'inégalité. Peut-être, mais cette inégalité-là, en tout cas, je le vois depuis quelques années au Québec. Moi, dans ces conditions-là où les employeurs ont peut-être des doutes à engager quelqu'un qui va être sur le point d'être enceinte ou pourrait avoir des enfants, amène un autre élément, c'est qu'à l'intérieur de ces femmes-là, ils veulent rester une femme compétente et réalisable en dehors du côté d'être une maman. Donc, moi, j'ai vu émerger beaucoup d'entrepreneurs au féminin grâce à la maternité, parce que pendant le temps de gestation et tout ça, dans le fond, finalement, ils ont eu le temps de réfléchir. Ils se sont sentis un petit peu à la marge, justement, de la société par le fait qu'il y avait moins d'accessibilité, ils étaient moins dans le mouvement, justement, du développement des affaires et tout ça. Et ils ont décidé de le faire pour eux-mêmes. Et ça ne les empêche de rien. Moi, j'ai rencontré après ça, une fois que les enfants sont nés, on a des femmes exceptionnelles au sein de notre organisation où ils viennent dans les 5 à 7 avec leur bébé et tout le monde est content. Puis il n'y a aucune censure par rapport à ça. Il s'agit juste de se donner le droit en tant que femme. Les hommes, c'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement cette réalité-là, sauf que moi, je pense que c'est une opportunité après ça pour grandir personnellement, d'arriver dans cette situation-là. Et on crée de l'économie en créant de l'entrepreneuriat en plus. Et vous êtes en train de nous dire là que la grossesse peut être un moment de révélation finalement pour une femme qui peut profiter de ce moment-là pour créer une entreprise, pour entreprendre elle-même. C'est ça que j'ai compris? Absolument. Ben, en fait, j'en ai plusieurs exemples au Québec. Des gens ils se sont mis à avoir une créativité qu'il n'y avait pas avant en étant dans le fait de faire du 9 à 5 finalement. Et une fois qu'ils sont tombés enceintes, ils se sont mis à être hyper productives, hyper stimulées et créatives. Les enfants de ces mamans-là me disent que c'est une source inébranlable d'inspiration à tous les jours et que ça fait justement changer des directions. Pourtant, c'est pas nécessairement des métiers qui sont en lien avec les enfants ou c'est des gens qui sont simplement ouverts. Et je pense qu'une maman a un avantage de pouvoir se débrouiller, d'avoir le système D plus fort et de pouvoir faire beaucoup plus avec 2 mains. Alors j'ai saisi un autre sujet intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement on n'a pas forcément besoin d'enfanter pour se réaliser. On n'est pas obligé forcément de devenir mère pour devenir une femme accomplie. Ah, ça, c'est certain. Sauf que la distinction que moi, je mets là-dedans, c'est le fait que quand tu as autre personne que soi-même à t'occuper, je pense que ça t'amène à être plus créatif aussi et être à l'écoute d'autrui, ce qui te fait devenir peut-être une meilleure personne. Alors, il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on n'est pas forcément prête au moment où on le souhaiterait. Il y a 20% des femmes aux États-Unis actuellement qui font leur premier enfant à 35 ans. Je crois que c'était 1% il y a 20 ans. Donc, l'âge de la première maternité recule de plus en plus. C'est vrai qu'il faut être prête. Il faut avoir envie, il faut avoir le temps, il faut avoir trouvé un binôme pour pouvoir faire un enfant. Et donc, le temps d'attendre que tous ces critères soient remplis, qu'on ait coché toutes les cases, on peut être tenté justement par cette proposition qui pose la question du jour et congeler ses ovocytes. Moi, je dirais que la trentaine est la nouvelle vingtaine. Donc, c'est un petit peu le point. Et avec l'ouverture sur le monde, avec la libération de la femme, la libération avec le numérique sur la globalisation, fait que beaucoup de gens, je crois, décident d'aller faire le tour du monde, d'ouvrir ses horizons avant de finalement de se mettre dans un cadre. Moi, j'avais toujours refusé d'avoir la maison, le Golden Retriever et tout ça. Et finalement, ben, là, au début de ma trentaine, là, ça change. Mais c'est vrai que les cases ne sont pas cochées parce qu'on ne peut pas faire un enfant seul. Oui, et puis... Enfin, par rapport à ça, c'est vrai je pense qu'on est aussi quand même dans une tendance où on va dramatiser justement le côté de trouver le bon partenaire, le bon moment, où ça va être idéal parce qu'on a l'argent, on est au bon moment dans sa carrière. Mais dans le fond, je pense qu'il n'y a pas forcément de... Enfin, est-ce que le moment idéal existe vraiment pour avoir un enfant? Je ne suis pas sûre. Est-ce que avoir à 40 ans un enfant...
en disant j'ai fait tout ce qu'il fallait côté carrière. Je suis pas sûre non plus qu'à 40 ans on ait terminé tout ce qui est carrière et qu'au contraire on est lancé, on a envie d'aller plus loin. J'ai envie de dire il n'y a pas de moment idéal. De la même manière que le partenaire idéal qu'on va idéaliser en disant non c'est pas celui-là, c'est celui d'après, donc j'ai mes ovocytes, donc tout va bien, j'ai le temps de le trouver. Dans le fond, on demande, on s'impose des nouvelles exigences qui sont peut-être pas. Oui, puis finalement la charge finit par être lourde puisque pour ces femmes il faut être performante au boulot, il faut trouver la bonne personne, peut-être pas le chien, mais et finalement quand on additionne tous ces critères, on arrive à un moment où on cherche un idéal peut-être qu'on n'atteindra jamais. Et la charge, je trouve, est assez lourde à porter, non? Oui, voilà, je pense que du coup, on court après un idéal qui n'existe pas forcément. Et puis, dans le fond, moi, je pense qu'un enfant qui arrive, on trouve toujours des moyens de s'organiser. C'est vraiment ça, l'idée, c'est de se dire... il est là, on va trouver des ressources nouvelles pour mener les deux de front si on a envie effectivement de mener une carrière et en même temps de s'occuper de ses enfants. Je pense qu'il y a plein de solutions qui existent et c'est juste dommage de se dire qu'on ne peut pas faire les deux en même temps parce que dans le fond, je pense qu'il n'y a pas de moment idéal. Si vous voulez être à 400% dans votre carrière et que c'est le seul but dans votre vie, vous ne trouverez jamais le moment de dire « Ah tiens, c'est le moment pour avoir un enfant ». Alors c'est là où on voit bien que la proposition des entreprises dont on parle peut être considérée comme assez ambigu, puisque finalement, je me demande si ces entreprises ne payent pas pour la congélation des ovocytes pour éviter d'avoir à réfléchir ou à payer pour autre chose. Google, Apple, Facebook, c'est des boîtes qui ont des moyens. Et pourquoi ne pas réfléchir à un autre système d'organisation? Pourquoi ne pas mettre en place des crèches qui permettraient justement de conjuguer carrière et vie personnelle? Alors, à votre avis, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je me trompe là-dessus? Mais en fait, ça vient de me venir en tête. La question, c'est pas tout à fait de... il y a tout ça là, au niveau de congeler nos œufs par rapport à ça, mais c'est aussi, à partir du moment où on est prêt à faire des enfants, avec la personne qui t'accompagne à faire des enfants, là, on est en train de parler que c'est la responsabilité de la mère et de la femme de gérer tout ça, qui a une carrière. Mais en fait, il faut qu'elle soit accompagnée. La responsabilité de l'homme à travers tout ça, il faut être accompagné de la personne qui va être prête aussi à concilier. C'est pas toujours à maman de sortir du travail à 4 heures pour aller chercher, parce que nous, on termine tôt, hein? D'aller à 4 heures chercher les enfants. Il faut vraiment une conciliation entre les deux, que c'est le matin, papa et tout ça. C'est OK, ben là, ça fait 2 fois que je fais une journée de maladie pour les enfants. Bon, ben c'est à toi. Il y a cette gestion-là qui, je pense, qui doit être au-delà de la question de la problématique de congeler. Et vous pensez qu'on n'est pas prêt encore à ce partage? Je pense que ça vient, mais qu'effectivement, beaucoup de choses sont reportées sur les femmes, y compris dans l'organisation du couple. Mais je pense aussi que peut-être que les entreprises ont un rôle à jouer en se disant il n'y a pas que la femme qui doit prendre un congé maternité. Enfin, c'est les questions justement d'égalité, de se dire est-ce qu'on ne devrait pas imposer aussi à l'homme un certain nombre de jours après la naissance d'un enfant parce que quelque part après on va dire bon les femmes prennent du retard dans leur carrière parce qu'elles ont été arrêtées un certain nombre de mois, donc ce qui est vrai, mais est-ce que pour rééquilibrer ça il faudrait pas se dire donnons plus de place à l'homme, demandons à l'homme aussi de prendre des congés paternité, d'être plus investi pour ce rééquilibrage plutôt que de dire on met entre parenthèses la vie de la femme c'est en lui proposant de congeler ses ovocytes. Et c'est justement le paradoxe, puisque l'entreprise apporte une réponse là. Hein. C'est pas l'homme qui décide, c'est pas la femme non plus, c'est une forme d'injonction peut-être paradoxale de l'entreprise qui dit finalement la responsabilité c'est toujours la vôtre, les filles, et on vous accompagne pour que vous puissiez choisir le bon moment. Mais le bon moment pour qui? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que c'est le bon moment pour l'entreprise? Là, il y a 2 choses. Au Québec, nous, on a des grands avantages. Les hommes ont le droit à 5 semaines de vacances parentales après la naissance de l'enfant. Et on a 1 année, nous, avec le chômage, finalement, pour l'enfant. Mais par contre, l'année, elle est permise autant pour l'homme que pour la femme. Donc, si la femme prend 6 mois puis que l'homme prend 6 mois, c'est égalitaire. Il y a le choix est là. Le congé parental, il est parental. Il n'est pas le congé de maternité maintenant. Donc, ça permet... Fait que, comme je disais, une entrepreneur, moi, j'en ai connu beaucoup qu'après 3-4 jours, ils étaient dans des meetings avec leur bébé et dans le landau. Ça dort au début, ça tombe bien. Mais de l'autre côté, la question, elle est beaucoup plus problématique en tant qu'employeur. Parce qu'au Québec, justement, étant donné qu'on donne 1 année de congé de maternité, là, il passe son employé pour 1 an. Il y a beaucoup de postes qui sont temporaires chez nous, qui est remplacement de congé de maternité. Est-ce que ça pose un problème?
Ben, en fait, c'est bien pour la relève parce que des jeunes femmes qui sortent de l'école pendant cette année de relève-là, c'est de l'expérience qu'ils vont chercher pour aller prendre justement pendant ces congés de maternité-là. Pour moi, je vois ça comme une vraie opportunité puis ça donne la liberté sur le marché du travail. Donc, après un congé de maternité, soit la personne ne revient pas parce que, comme je disais, les gens réfléchissent beaucoup pendant leur année. C'est comme une année sabbatique de temps plein de travail. Et des fois, il y en a qui ne reviennent pas chez l'employeur parce que finalement, ils réalisent qu'ils sont pas heureux. Et la personne qui est en congé de maternité, c'est une opportunité. Mais de l'autre côté, ben, ça devient comme, bon, j'ai pris une pause, j'ai pu prendre une expérience et là, je vais ailleurs. Mais c'est plus pour l'employeur, je pense que ça devient problématique dans ce contexte-là. Alors justement, Solène, employeur, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous seriez prête à consentir, vous, pour organiser votre entreprise différemment, pour peut-être permettre un meilleur équilibre des temps de vie? Alors, bon, c'est une question compliquée, mais... mais dans le fond, je pense qu'apporter de la flexibilité justement à ces employés, leur permettre de travailler peut-être, de travailler de chez eux le soir s'il y a besoin justement d'aller faire une pause pour aller chercher les enfants, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, on est essentiellement de toute façon connectés tout le temps presque, j'ai envie de dire. Donc c'est pas non plus gênant de se dire bon bah cette personne va chercher ses enfants à la crèche, se reconnecte après si besoin. Donc je pense que laisser de la flexibilité là-dessus, c'est un premier pas. C'est pas tellement accepté. On a quand même une culture du présentialisme qui fait qu'on préfère avoir ses salariés sous les yeux que d'envisager de les faire travailler à distance. Mais je pense que dans la notion du numérique et dans le domaine des startups, la flexibilité doit y être. Je ne sais pas comment il s'est développé tout à fait ici, exactement la hiérarchie au travail, mais quand on est en mode startup, il y a pas vraiment de patron, c'est beaucoup plus linéaire que hiérarchique finalement. Tout le monde est en collaboration ou presque, puis je pense que c'est là qu'il y a le plus grand succès. Oui, et puis bon, c'est vrai que on est plutôt au management par objectif, où chacun est responsable de quelque chose, voilà, on est plus apte aussi à travailler à distance, à ne pas être tous au même endroit au même moment, parce que c'est pas forcément signe d'efficacité. Mais bon, après moi, c'est vrai que j'ai passé quelques années dans une grosse entreprise qui justement mettait en place beaucoup de choses pour les femmes, pour les aider à concilier une vie de famille avec une carrière. Mais on constate que malgré tout, donc petit à petit, c'était très accepté qu'une femme parte chercher ses enfants à la crèche. Mais en revanche, qu'un homme le fasse, dise à 5 heures, bon bah là, je suis désolée, je vous laisse, je me reconnecte après. Et ben finalement, c'était pas très accepté. Donc même, il y a vraiment j'irais plutôt une vision de la société où l'homme est censé être à fond, même si peut-être aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui voudraient s'occuper de leurs enfants davantage. D'ailleurs, on le voit beaucoup, je crois, aux États-Unis, des hommes qui sont hommes au foyer et qui, pendant que la femme fait carrière. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'à la limite, on acceptait que la femme s'en aille en disant « je vais chercher mes enfants », mais que c'était beaucoup plus compliqué pour l'homme de dire « je ne serai pas à la réunion parce que je vais chercher mes enfants ». Alors, on touche du doigt un problème intéressant, c'est celui des mentalités, puisqu'on voit bien que derrière cette question qu'on pose aujourd'hui, on déroule un tas de problématiques, dont celle du partage entre les hommes et les femmes d'un certain nombre de responsabilités, soit personnelles, soit professionnelles, et on a du mal à innover. Moi, ce qui me surprend dans ces propositions, c'est que finalement, ces entreprises qui sont extrêmement innovantes, innovent assez peu en termes d'organisation du temps de travail et permettent assez peu aux mentalités d'évoluer. Vous êtes d'accord avec ça ou vous considérez que je suis un peu sévère? Ça dépend de la génération, je pense. J'ai eu l'expérience de travailler pour quelqu'un qui était de plus de 50 ans et c'était différent dans sa façon de le percevoir. Par contre, les jeunes, moi, j'ai rencontré des gens plus féministes, finalement, que moi-même en tant que femme, qui donnaient beaucoup plus cette liberté-là. Donc, c'est la nouvelle génération, début vingtaine et tout ça, qui sont plus revendicateurs. Nous, on est dans le milieu et ça devient pour moi un petit peu, moi, parce que je fais, je vois ce qui devrait être fait. Toutefois, c'est le reste, c'est culturellement. Mais nous sommes un peu... En entrepreneur au féminin, on est un petit pourcentage. Déjà, les entrepreneurs, c'est un pourcentage de la société. Au féminin, on est un plus petit pourcentage à l'intérieur. Mais c'est le reste du monde à travers tout ça qui fait la distinction. Mais les générations vont faire peut-être une différence. Alors là, c'est un autre sujet. Les chiffres sont têtus. Oui, c'est vrai que... Alors en France, en tout cas, c'est 30% des créations d'entreprises qui le sont par des femmes. 22% seulement
des femmes qui sont cadres supérieurs, 10% qui sont PDG. Voilà, on est encore, j'allais dire au forceps, mais dans une logique, dans une mécanique extrêmement lente en termes d'évolution. Alors pourquoi les femmes sont aussi peu présentes, encore, y compris dans le numérique, hein, parce que ces chiffres-là valent aussi pour le numérique, actuellement? Là-dessus, moi, pourquoi elles sont si peu présentes, c'est je pense qu'il y a une distinction fondamentale dans notre perception. Nous, on a besoin de se faire valider ou se faire donner la tape dans le dos un petit peu plus pour avancer, tandis qu'un homme va juste faire « ben oui, je suis le meilleur ». Tandis que nous, il va falloir avoir lu 5 livres sur le sujet, avoir travaillé la question et repensé. Puis encore là, on va avoir des doutes. Mais ça, c'est pour la plupart des femmes. Moi, je ne vis pas cette situation-là. Sauf que le questionnement, c'est plus dans qui on est, tout ça. Puis c'est plus sociétal avec le temps. Pourquoi je veux parler simplement Femme Alpha, nous, on essaie d'inspirer les gens par l'exemple. Pas dire tu peux le faire, mais à travers le fait de lecture sur d'autres gens qui l'ont réalisé, simplement de donner l'étincelle à l'intérieur de « OK, si elle le fait, je peux moi aussi, je suis pas plus mal. » Donc, c'est plus ce questionnement-là, tandis que l'homme se dit tout de suite « un Superman ». Alors justement, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez créé Femme Alpha. Vous êtes 3 à avoir créé Femme Alpha? On est 3 femmes entrepreneurs. En fait, comme je dis, j'ai trouvé les 2 filles aussi folles que moi. Donc, on a parti ça parce que je me sentais seule en tant qu'entrepreneur. En fait, ça faisait des années que j'étais dans le milieu un peu plus masculin par les deux entreprises que j'avais fait avant. Un dans le numérique, un peu plus seul. Et avant, j'étais dans le courtage, donc un peu plus plate, les finances et tout ça. Et finalement, je rencontre des filles qui vivaient la même réalité que moi, mais sans se complaindre. Simplement dans le fait de « Hey, je le fais, mais moi aussi. » Ben, pourquoi ne pas en parler ensemble et de ne pas, justement, affirmer les hauts et les bas sans se sentir mal de se censurer. Parce que le problème, c'est que la femme en entrepreneuriat, on est peut-être un peu plus émotionnel, un peu plus vulnérable, un peu plus... notre façon de vivre les choses est un peu plus dans le senti. L'homme va oublier qu'il y a un senti, mais il l'a tout autant. Mais c'est juste différent. Une femme prend une colère, vit un truc où met les points sur les i, on est complètement cinglé. Tandis qu'un homme va faire la même réaction, on va être perçu différemment, comme « Ah oui, il y a du leadership ». C'est une question de perception. Donc, vous êtes un peu militante avec Femme Alpha? En fait, j'ai jamais été militante jusqu'à temps que je crée ça et qu'on me pose la question dès notre lancement, « Êtes-vous féministe? » Et là, j'étais complètement subjuguée. Et il y a eu la montée d'Emma Watson à l'ONU à peu près dans les mêmes périodes. Et moi, je me suis questionnée puis j'ai fait... En tant que telle, je suis obligée de dire que oui parce que je suis pour l'égalité. Mais je ne suis pas dans la revendication aucunement. Et ça, c'est le point d'honneur qu'on se fait. C'est que nous, on veut célébrer. On veut célébrer la mixité, on veut célébrer la complémentarité, on veut démontrer qu'on peut. On n'est pas en train d'être des victimes ou se complaindre, et c'est tout ça le changement de mentalité, en fait, qu'il faut avoir. Alors, on va poser la question à Solène de savoir ce que ça représente d'être une femme dans un milieu d'entreprise, en particulier dans un milieu qui est plutôt considéré comme machiste, c'est celui des artisans. Alors, il y a une double casquette. Comment ça fait d'être une femme entrepreneur, et en particulier dans ce milieu-là? Alors, oui, parce qu'effectivement, Allo Marcel, donc on est un service qui permet de trouver des artisans de confiance, donc les plombiers, serruriers, électriciens, donc qui sont par définition quand même des métiers très, très masculins. Même si on a quelques femmes qui sont partenaires d'Allo Marcel, une électricienne, une carreleuse, mais ça reste très, très anecdotique. Donc il y a 2 choses. Effectivement, je pense que les entrepreneurs, déjà au féminin, quand on regarde les chiffres, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis toujours assez étonnée quand on va aux événements, justement, au salon. Il y a beaucoup, beaucoup d'hommes. On sent que c'est plein de paradoxes, parce qu'à la fois, c'est plutôt la jeune génération qui s'empare de tout ce qui est start-up, qui est qui a envie de monter sa boîte. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, ça reste quand même très, très masculin. Alors qu'on pourrait se dire, c'est une génération où on est beaucoup plus dans l'égalité, dans la mixité, où les femmes se sentent pas, ont plus le besoin de dire je veux revendiquer le fait d'être une femme. C'est vrai qu'on a le sentiment que c'est quand même derrière nous tout ça. Enfin, on a fait notre place, mais ça reste. Enfin, la réalité, c'est qu'il y a très peu de femmes entrepreneurs. Ou même, même très peu de femmes dans le numérique, hein, puisque c'est aussi un des objets. C'est du marketing de recrutement, la proposition de nos GAFA. Là. Il y a une femme pour 2 hommes dans ces entreprises. Et la proposition qui est faite, c'est aussi pour attirer des
Absolument. des profils, oui, des absolument. compétences féminines. Mais c'est vrai que c'est un sujet, parce que dans le numérique, globalement, il y a quand même beaucoup d'hommes. Sur le côté entrepreneur, je rejoins Viviane dans le sens où c'est effectivement sans doute la capacité à se dire je me lance, j'y vais seule, je prends le risque. On a sans doute, on est un peu moins, on a moins de propension à aller vers le risque, à se dire je fais le grand saut. Pourquoi? Parce qu'il y a des freins supplémentaires quand on est une femme? Je pense que notre premier frein, c'est de nous-mêmes. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est plus nous-mêmes, je pense, le frein. Après, honnêtement, au contraire, je dirais que c'est plutôt un atout d'être une femme dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, parce que justement, on va être plus visible, on va mieux ressortir. Les journalistes vont davantage s'intéresser à un projet porté par une femme. Donc il y a des avantages aussi. Donc c'est aussi un avantage. Moi, personnellement, je ne le vis pas comme un inconvénient d'être une femme entrepreneur, pas du tout. Et femme entrepreneur dans un milieu, par définition, très très masculin. Bah là aussi, il faut tirer les avantages qu'on peut en avoir, à savoir que c'est un peu différent, ça permet de se différencier. Moi, quand je vais voir au début, quand j'ai constitué le réseau d'artisans à Loup-Marcel, c'était vraiment, je suis allée frapper aux portes des artisans, et je sais que il y a toujours une première réaction un peu machiste du style, elle, de toute façon, elle n'y connaît rien et elle est jamais allée sur un chantier, donc elle sait pas ce que c'est. Et en même temps, quand ils voient qu'on s'intéresse à leur métier, à ce qu'ils font, ils sont contents, ils sont même flattés justement d'avoir quelqu'un qui leur sort un peu de leur quotidien, où c'est un milieu hyper masculin, très bourru, avec pas beaucoup de douceur. Et donc finalement, c'est aussi un atout. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils ont une forme de respect sans doute beaucoup plus importante pour moi, parce que je suis une femme et que j'ai fait l'effort d'aller vers eux, vers ce secteur un peu différent, d'aller sur le terrain, d'aller sur des chantiers. Et donc là, quelque part, ça les impressionne. Et il y a beaucoup de respect, finalement, qui s'est noué là-dedans. Alors, ce qui est curieux, c'est que, on voit bien que les lignes commencent quand même un peu à changer, à bouger, mais que c'est un peu long. On présente la femme comme l'avenir de l'entreprise. Il y a même des statistiques qui démontreraient que une entreprise plus féminisée qu'une autre gagnerait en productivité. J'ai des chiffres, 58%, c'est Women Matter qui les a produits. 58% de croissance de la motivation, 57% de croissance de la satisfaction client, 69% de l'amélioration de l'image de marque de l'entreprise, 48% de résultats opérationnels en plus, etc., etc. Alors, ces entreprises qui se lancent dans des opérations de conquête de profils féminins, elles le font pour quelles raisons? Elles le font pour des raisons de marketing, d'image de marque, elles le font pour des raisons de conviction personnelle, ou elles le font par intérêt? Je pense que c'est un mix de tout ça. Mais comme on expliquait tout à l'heure, les hommes et les femmes sont un peu différents dans leur modus operandi, en fait. La femme, elle a un côté peut-être un peu plus humain, un peu plus senti, un peu plus en douceur. Et je crois aussi qu'on est dans un ère numérique, un ère de service, un ère un peu plus... justement, on n'est plus en train de jouer les hommes de Cro-Magnon. Les métiers sont de plus en plus doux, à part les métiers traditionnels, ce qui fait que la femme a fini par avoir un avantage là-dedans. Et c'est ce qu'on promonte. Souvent, on va parler maintenant un peu plus des valeurs dites féminines, mais que les hommes... Alors, ça m'intéresse parce que c'est pas des stéréotypes, finalement, de considérer que une femme est par nature plus bienveillante, plus douce, plus sensible, etc., et que ça se traduirait en matière de management. On n'est pas en plein stéréotype, là? En fait, ce que je vois, moi, c'est surtout que l'homme, à cause de la société, ne se permettait pas de les exprimer. C'est simplement ça, la distinction. Moi, je ne suis pas dans le stéréotype, mais on parle historiquement parlant. C'est plus ça au niveau de... c'était le fait qu'il fallait qu'ils ramènent les sous à la maison et tout ça. Mais ça a tellement changé que là, il y a une position... je peux être plus humain, je peux être plus doux, je peux me permettre moi aussi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens, nous, qui collaborent avec nous. On a 40% d'hommes. D'hommes qui sont présents là-dedans. C'est correct? On va continuer. Voilà, ça a l'air de marcher. En tout cas, le mien. One, two. Ouais, oui. C'est beau. Donc, c'est ça. Et ils sont contents de collaborer parce qu'ils ont enfin un espace et une voix où ils peuvent l'exprimer. Et justement, en donnant l'exemple, il y a d'autres personnes qui s'expriment en retour. Et souvent, ils vont commenter des femmes qui écrivent en disant « Mais moi aussi, je le vis. Dites pas que c'est juste vous. » Et là, je trouve ça beau parce qu'ils se posent la question, ils se reprennent. Donc, on commence à mettre l'égalité dans tout ça.
Oui, c'est intéressant. Là, on parle de la charge qui pèse sur les épaules des hommes, finalement. C'est un sujet qu'on évoque assez peu et peut-être aussi une certaine forme de stress à avoir à gérer, notamment cette question des revenus. Ça, c'est en train de changer ? Non, moi, je pense qu'effectivement, finalement, les hommes aujourd'hui expriment aussi le fait qu'ils auraient envie qu'on les... Parce qu'il y a beaucoup de mouvements pour justement aider la femme à concilier sa vie professionnelle, sa vie privée, et il y en a peu pour les hommes. Et donc, on voit émerger aussi des mouvements d'hommes qui disent « Non, mais nous aussi, on voudrait avoir droit à aller chercher nos enfants, à dire que on n'a pas que le boulot dans la vie, mais qu'on a aussi envie de développer notre vie de famille ». Ce qui est aujourd'hui quand même culturellement pas très très accepté, il faut le reconnaître. Ça vient petit à petit, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire et c'est ça qui est intéressant justement dans les entreprises, d'avoir ce rééquilibrage où on peut avoir des femmes et des hommes et finalement le but, ça serait que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, qu'une femme puisse... si elle le souhaite, être à fond sur sa carrière, sans qu'on dise qu'elle est en train de passer à côté de sa vie et de ses enfants, de tout ce qu'on attend culturellement d'une femme, et inversement, qu'on ne reproche pas à un homme, s'il a envie de passer du temps avec ses enfants, de mettre entre parenthèses sa carrière pendant 1 an en disant je prends une année sabbatique. Voilà. Alors ça, c'est un autre sujet qu'on tire quand on aborde la question du jour, c'est la question de l'équilibre des temps de vie professionnelle et personnelle. Mais je me demande si on ne se fait pas avoir un petit peu avec cette question-là. Puisque finalement, on travaille tout le temps, non ? J'ai vu que Viviane, sur son blog ou un de ses sites, je ne sais plus lequel, disait « Je ne travaille jamais. Je vis de passion, je ne travaille jamais ». Est-ce que ce n'est pas un piège, finalement, cette question qu'on est en train d'aborder ? Mais le travail, en fait, pour moi, est un mot négatif. Si tu vis dans tes passions, si tu vis dans ton essence, si ce que tu fais te donne une réalisation de soi, que tu sois entrepreneur, employé ou autre, théoriquement, tu vis ta vie tu vis ta vie, point. Tu n'es pas en train de travailler. C'est sûr qu'il faut tout se payer un toit, il faut avoir des revenus pour finalement arriver à ses fins, mais si tu finis par trouver puis que tu es chanceux de faire quelque chose qui te nourrit à tous les jours, ben on n'appelle pas ça du travail. Oui, sans doute, mais sous cette idéologie-là, peut-être cette utopie, ce mythe, on voit que l'entreprise, et on en revient au sujet, que l'entreprise est en train de prendre, je dirais pas le contrôle, mais en tout cas, un certain nombre d'initiatives de plus en plus élevées qui empiètent sur la vie privée. Les boîtes dont on parle depuis le début proposent des baby-foot, congeler ses ovocytes, mais aussi des machines à laver pour que leurs salariés ne perdent pas de temps à aller dans des laveries automatiques, mais le fassent à l'entreprise. Et finalement, je me demande s'il n'y a pas là un piège. Oui, je suis assez d'accord que c'est à double tranchant, parce qu'à la fois, c'est effectivement une intention bienveillante, et on se dit c'est un progrès, on va d'être soutenu justement sur un certain nombre de tâches qui empiètent aussi bien sur la vie privée finalement que sur la vie pro, par exemple si on parle des machines à laver. Mais dans le fond, est-ce que tout ça, et notamment le numérique, qui fait qu'on est connecté tout le temps, qui fait que on a cette capacité à travailler effectivement tout le temps, le soir, la nuit, peu importe, on peut être dérangé sur son téléphone n'importe quand. Est-ce qu'on n'est pas du coup en train de jouer avec cette limite? Finalement, il n'y a plus de limite. Alors, est-ce que c'est un danger ou pas? Honnêtement, c'est peut-être à chacun de fixer sa limite en disant bon là je veux déconnecter, mais arriver à le faire, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on est dans une société qui va très vite, on exige tout le temps d'être réactif, d'aller de plus en plus vite. Donc voilà, il y a des outils qui effectivement peuvent nous finalement faire de nous juste des personnes qui travaillent tout le temps au service de l'immédiateté, de la compétitivité. Donc après il y a tous les mouvements en ce moment qui arrivent là, de slow life pour justement déconnecter, faire des détox digitales. Donc je trouve ça assez intéressant de voir que finalement on est peut-être allé trop loin dans le côté je suis tout le temps à fond connecté, je réponds à mes mails au milieu de la nuit pour voilà, c'est une question en suspens. C'est vrai que c'est pas évident. Après, je comprends parce que moi, je suis entrepreneur et je suis passionnée par ce que je fais. En fait, je déconnecte jamais, mais en même temps, j'assume ça, même si je suis consciente que ça me prend beaucoup de temps sur ma vie.
Moi, j'aimerais qu'on le voit un peu différemment, ces opportunités-là au travail, dans le sens où, moi, quand je me permets de travailler à la maison puis que je fais ma lessive en même temps que je réponds à mes courriels puis que je fais des rédactions, tu sais, le temps de la lessive, c'est un temps. Et moi, ce que ça me fait, c'est que le soir, quand je termine de travailler, je peux profiter de ma famille, je peux profiter de mes amis. C'est peut-être plus ça que ça amène, c'est que finalement, à l'intérieur de l'entreprise, en donnant ces opportunités-là, ça peut donner l'occasion, justement, de sortir du travail et de profiter de la vie, point. Et non de se dire on a des contraintes plates qui est de faire justement nos obligations professionnelles et tout ça. Juste préparer le lunch pour le lendemain, pour certaines personnes, c'est désagréable. Donc, le fait de le proposer en entreprise, de donner ces accès-là, bien, ça évite beaucoup de stress. Finalement, bien, je suis au travail pendant que je rédige quelque chose, mais la lessive fonctionne. Ah, j'ai pas besoin de gérer mon lunch, c'est fait. Donc, le soir, c'est du temps de qualité que tu peux te donner à toi-même ou avec les personnes que tu apprécies. Oui, ça, c'est les vertus du décloisonnement. C'est le côté positif de la force, mais je reviens au sujet, à chercher à vouloir tout programmer, et en particulier ces enfants. Est-ce qu'on n'est pas en train de se préparer une société finalement un petit peu compliquée à vivre? Ça dépend. C'est là, on parle de programmation dans un contexte où il faut choisir la date, mais des fois, il faut choisir la personne avec qui. Il y a des contextes aussi. Là, je reviens avec un peu peut-être un côté plus féministe. En tant que femme entrepreneur, moi, je fais peur aux hommes. Donc, ce que ça fait, c'est que, bon, mais l'horloge, la vie continue, mais cette relation-là d'équilibre ou de trouver le partenaire de vie idéal, il n'est pas nécessairement présent. Donc, finalement, si on vient au sujet initial, bien, ça peut être pertinent, justement, de se dire, bien, regarde, s'il y a quelque chose, au moins, je me donne cette possibilité-là. Elle n'est pas complètement abolie. C'est une forme d'assurance sur l'avenir, mais c'est intéressant ce sujet que vous abordez là. Vous pensez vraiment que vous faites peur aux hommes? Pour quelle raison? Parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes susceptible de gagner plus d'argent, vous êtes susceptible de prendre leur place, finalement? En fait, c'est le côté lifestyle. Dans le sens où moi, je me suis fait reprocher d'être un peu présente médiatiquement ou d'être présente dans les 5 à 7. Il faut, je pense que pour être avec une femme entrepreneur, il faut quelqu'un qui soit solide, un homme qui ait confiance en lui-même, que les actions de la personne ne soient pas à son détriment. Puis je sais pas. Solène, vous êtes d'accord avec ça? Oui, je pense qu'il faut que sans doute l'homme est un peu plus susceptible et qu'avoir une femme trop visible, qui réussit trop, ça peut. Il faut que lui aussi réussisse bien par ailleurs. Donc c'est possible que. Ah bah ça veut dire que si c'est encore vrai, c'est pas gagné. Le père à la maison qui s'occupe des enfants pendant que sa femme travaille et ramène le beefsteak. Moi, je pense que c'est loin d'être gagné. Ça, ce qu'on peut observer, c'est très très anecdotique. Aujourd'hui, les quelques hommes qui disent moi, je suis très heureux que ma femme ramène les sous à la maison et que moi, je m'occupe des enfants. Il y en a effectivement, mais je pense que c'est quand même pas encore un mouvement de société. Je pense que c'est un peu, certaines fois, un coup de marketing, façon de parler, que les gens se disent ah oui, je suis pro ça, moi, il n'y a pas de problème avec ça, mais quand on arrive dans la réalité, il y a des petites choses qui changent parce que finalement, l'ego prend le dessus. OK, bon, ça veut dire qu'on a encore du chemin à parcourir. Un petit constat, il y a 2 ans, on avait fait un débat sur des questions assez proches. Il y avait une très grande majorité de femmes dans l'assistance. Là, je ne veux pas faire le compte, mais je suis presque prêt à parier qu'il y a plus d'hommes. En tout cas, on atteint la parité. Ça veut dire que les choses évoluent. À l'année prochaine, on continuera de chanter cette petite chanson. Merci, mesdames. Merci. Merci beaucoup.